Ces dernières 24 heures au Moyen-Orient ont de quoi quand même donner le tournis. Riposte hier de l'Iran avec des missiles contre des bases américaines au Qatar. Et puis finalement, cette nuit, Trump qui annonce donc un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, professeur de géopolitique à Sciences Po, auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu, qu'il faut absolument lire. Hier matin, honnêtement, la région semblait aller vers une guerre à grande échelle. Et puis là, Trump annonce, impose, j'ai envie de dire, un cessez-le-feu. Quand on se refait le film de ces dernières heures, on a quand même de quoi avoir le tournis. Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, c'est quand même la première fois que les États-Unis frappent de manière aussi massive et via, techniquement, cette bombe toute nouvelle. Ça, c'est vrai. Premier point. Deuxième point, c'est quand même la première fois que l'Iran est bombardé de cette manière-là. Alors, on revient pas sur la guerre Iran-Irak, évidemment, mais là, pour le coup, c'est quand même Israël et les États-Unis qui frappent l'Iran. Donc, effectivement, un affrontement de plusieurs jours à coups de missiles et de chasseurs bombardiers interposés. Bon, je reconnais que c'est pas anodin et qu'on le retrouve pas tous les mois ou tous les ans. Cela dit, je voudrais insister sur quelque chose que je répète, mais depuis un nombre incalculable d'années, à l'écrit comme oralement. Les États-Unis n'ont jamais quitté le Moyen-Orient, contrairement à ce que beaucoup d'observateurs bien trop paresseux prétendent depuis des années. Ce n'est pas parce que M. Obama avait parlé du pivot, qui d'ailleurs a existé et qui existe toujours, vers l'Indo-Pacifique et notamment la zone Taïwan, que les États-Unis n'étaient plus présents au Moyen-Orient. Et on le voit tous les jours. Et on l'a vu même déjà avec Biden, après le massacre du Hamas perpétré en Israël après le 7 octobre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'absence totale de la Chine et de la Russie. Enfin, il faut être extrêmement sérieux. Combien de fois ai-je lu et entendu qu'il y avait une alliance entre Moscou et Téhéran, voire même entre Pékin et Téhéran. Or, le terme d'alliance, il ne faut pas le galvauder. Il n'y a pas d'alliance entre ces pays. Et regardez à quel point la Russie, qui d'ailleurs, entre parenthèses, avait déjà trahi de vrais alliés pour le coup, je pense aux Arméniens en 2020 et je pense qu'à Bachar el-Assad il y a 6 mois de cela, regardez à quel point de toute façon la Russie est engluée militairement en Ukraine et n'aurait pas voulu ni pu intervenir. Je résume pour vous dire que il y a effectivement un changement de rapport de force moyen-oriental depuis le 7 octobre, c'est incontestable, très largement en faveur d'Israël, c'est vrai, mais en même temps, les grands paradigmes de la région ne changent pas, c'est une région qui reste marquée par l'instrumentalisation du religieux au profit du politique. Bon, ça, je veux dire, ça dépasse très largement la confrontation Israël-Iran. C'est une région qui reste marquée par la faiblesse de la représentation de la nation, donc le clanisme, l'ethnicisme, le confessionnalisme, malheureusement, à mon sens, continue de prévaloir par rapport à un sens de l'intérêt collectif tel que nous pouvons le connaître, me semble-t-il. Et puis 3, c'est une région dans laquelle au sein de laquelle les frontières, pour l'essentiel établies par les puissances extérieures, britanniques, françaises notamment, il y a un siècle, ne sont pas considérées comme très valorisantes et parfois sont même très pourfendues. Si vous ajoutez à cela cerise géographique sur le gâteau, qu'il s'agit d'une région très déchirée avec encore des réserves d'hydrocarbures importantes et encore assez stratégiques tout de même dans le monde entier et 2 détroits et un canal, oui, évidemment, vous avez quelque chose un Moyen-Orient qui en réalité ne change pas dans ses grands fondamentaux en dépit de la confrontation qu'on vient de vivre. Avec, encore une fois, à très court terme, il faut quand même commenter ça. Il y a eu un premier cessez-le-feu qui a été annoncé donc voilà, entre l'Iran et Israël. C'est Donald Trump qui le fait. Il est entré en vigueur apparemment à 6-7 heures du matin. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de violation de cessez-le-feu? Israël a annoncé vers 10 heures avoir intercepté des missiles en venant d'Iran et le ministre de la Défense israélien qui ordonne des représailles au cœur de Téhéran. Il y a ce risque que ce cessez-le-feu ne tienne pas. Oui, non, c'est davantage qu'un risque, c'est une probabilité absolue. Mais alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. La très bonne nouvelle, c'est que un cessez-le-feu peut être transgressé ici ou là, à un moment ou à un autre, sans que son esprit général en soit affecté. Je veux dire par là que des cessez-le-feu dans l'histoire militaire longuissime, je peux vous le garantir, des cessez-le-feu qui ont tenu pendant des années ou des décennies en dépit d'un certain nombre de transgressions ou de violations locales, on les compte plus. Donc je vous dirais que, faute de combattants, je veux dire par là que la République islamique d'Iran a très concrètement perdu cette guerre, c'est absolument incontestable, on n'ira pas vers le retour à une véritable confrontation. Il est à la fois Donald Trump dans cette affaire,
Il est à la fois belligérant, négociateur, il annonce la fin de la guerre ou un cessez-le-feu alors qu'il y a encore des missiles qui volent dans le ciel. C'est pas du jamais vu, en quelques jours il passe de la diplomatie à l'action militaire, il revient à la diplomatie. C'est inédit quand même, non? Ah bah, en tout cas, c'est inédit. Ah oui, non, mais c'est inédit à la tête des États-Unis. Ce n'est pas inédit à la tête d'une grande puissance dans l'histoire des temps longs. Caligula, à la tête de l'Empire romain, n'était pas très prévisible comme garçon, semble-t-il. Hein. Et je vous passe Charles VI à la fin du XIVe siècle en France. Bon, donc si vous voulez, des chefs d'État ou de gouvernement fantasques, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Le problème, c'est que là, nous avons affaire à quelqu'un qui l'aime manifestement, à la tête de la première puissance mondiale et une puissance qui va le rester, à mon avis d'ailleurs, pendant encore très longtemps. Et dans une région tout de même, là aussi je vous rejoins et je vous l'accorde, très instable et très explosive. Donc oui, bien sûr, mais c'est Trump et en même temps, il nous avait déjà habitués à ce genre de politique, on va dire, enfin, de valse hésitation, de politique très fluctuante, avec juste une nuance quand même. Lorsque ces derniers jours, beaucoup d'observateurs ou de commentateurs disent « Ah mais Trump avait promis de ne pas faire la guerre et finalement il fait la guerre », je ne suis pas d'accord. Ce que Trump ne veut pas et ce qu'il ne fera pas… C'est la mort de soldats américains, c'est ça? Exactement. C'est l'envoi de troupes au sol pour une raison très simple. C'est qu'il ne veut pas prendre l'écrasante responsabilité morale de faire revenir dans des aérodromes militaires des soldats dans des boîtes en bois. Et ça, l'opinion publique américaine là-dessus, elle le suit, elle le suivra à fond. Donc, que Trump, comme il l'avait fait, je me permets de vous le rappeler, lors des premiers mois de son premier mandat, en frappant une base syrienne à l'époque, avec 49 missiles Tomahawk. Bon, eh bien, qu'il propulse plusieurs bombes de plusieurs tonnes aujourd'hui à 6, 8 ou 10 000 kilomètres des électeurs de l'Alabama ou de Géorgie, franchement, c'est pas ça qui fait aujourd'hui de Trump un nouveau Bush-fils, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut dire, pardon pour l'expression, est-ce qu'il a réussi son coup finalement en anéantissant, est-ce qu'on sait si vraiment le programme nucléaire iranien a été anéanti et en même temps en envoyant donc des avions et donc aucun GI sur le sol, finalement il a réussi son coup ou pas, d'un point de vue diplomatique, géopolitique, militaire? Alors je le pense. Alors il y a deux questions en une. Je le pense. D'abord celle concernant Trump parce que il a démontré que finalement il pouvait effectivement mettre fin, en tout cas tenter de mettre fin et au moins partiellement là-dessus. Je pense que les choses sont très claires. L'Iran a pris plusieurs années dans la vue, voire plusieurs décennies. Bon, et c'était exactement ça là l'objectif d'Israël. Personne n'a jamais développé la pensée magique consistant à croire que l'intégralité du savoir théorique ou technique iranien allait disparaître sous quelques centaines de bombes. Donc, mais l'intérêt c'est de gagner du temps et d'en gagner beaucoup. Et là, je pense que ça a été fait. Donc, pour revenir à votre première question concernant Trump, oui, parce que au-delà de la région, enfin au-delà de l'Iran, il peut dire à ses alliés arabes, vous aviez douté de moi parce que on a dit que je ne voulais pas faire la guerre. Certes, je ne veux pas la faire, mais regardez à quel point je suis capable, quand il le faut, de la faire. Et au-delà de la région, je pense que c'est un message très fort adressé à Moscou et à Pékin. Si vous voulez, à Pékin, on scrute comme le lait sur le feu, et j'allais presque dire avec une politique de la dentelle, les rapports de force entretenus par les Occidentaux et notamment par les Américains, pour voir peut-être un jour si à Taïwan il y aurait une possibilité de faire autre chose. Et là, le fait que le président américain, de manière effectivement très imprévisible, a décidé de frapper de manière inédite, pour reprendre votre terme très juste, je pense que ça fera réfléchir Xi Jinping à plusieurs fois avant d'entamer une aventure militaire à Taïwan. Donc si des ripostes se poursuivent et que le cessez-le-feu, encore une fois, n'est pas respecté sporadiquement, il peut tenir quand même ? Oui, je le pense, et je pense surtout que ça restera une confrontation très bilatérale. Là aussi, depuis quelques jours, j'entends qu'il y a une escalade régionale et que toute la région va prendre feu. Faute de volonté et faute de capacité, non. Personne l'Iran n'a absolument aucun allié. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. L'Iran n'a pas d'allié et les pétromonarchies du Golfe craignent le chaos, c'est vrai, qui procéderait peut-être de la chute de ce régime en Iran, c'est vrai, mais sont extraordinairement heureuses de voir un Iran affaibli et surtout incapable de proliférer, parce que la prolifération, c'est pas une affaire israélienne ou américaine. Prolifération, je rappelle que ça remonte à 1968, le traité de non-prolifération qui n'avait jamais été transgressé
jusqu'à ce jour, et qui ne l'est pas, grâce au fait que l'Iran ne pourra pas non plus proliférer, ça concerne le monde entier. Et je vous dirais que cette confrontation, on va dire, de moyenne, voire peut-être de basse intensité, peut très bien continuer entre l'Iran et Israël, mais je pense que ça ne dépassera pas cette confrontation bilatérale. Donc la guerre des 12 jours, telle que l'a nommée Donald Trump, est quasiment terminée, sauf encore une fois qu'on poursuit des hostilités à bas bruit entre Israël et l'Iran. Oui, c'est ça. Je pense que le point de rupture, ça a vraiment été effectivement le bombardement américain du site de Fordo, parce que c'est ça qui constituait vraiment le cœur, sans mauvais jeu de mots, du réacteur iranien. À partir de là, l'espace aérien iranien est nu, les services de renseignement et les chasseurs bombardiers s'y promènent à peu près comme à l'entraînement. Donc même si aujourd'hui le régime décidait de relancer une machine de nucléarisation, enfin un processus de nucléarisation qui lui a pris quand même un peu plus de 25 ans. Hein. Je pense que ce serait voué à l'échec. Le régime des Mollahs est durablement affaibli, d'un point de vue à la fois en politique extérieure, mais aussi en politique intérieure. Alors voilà, alors affaibli, oui, ça c'est incontestable, mais attention à la bête blessée. D'abord, on a vu des régimes affaiblis, y compris dans la région, qui ne chutaient pas. Souvenez-vous de Saddam Hussein en Irak. Après l'opération Tempête du désert, nous sommes en janvier, février, mars 1991. Saddam perd la guerre et il reste au pouvoir de longues années, malheureusement pour son peuple d'ailleurs, et des années extraordinairement cruelles. Et là, je rejoins ce qui sous-tend votre question. Plus la bête est blessée, plus un régime a fortiori autoritaire, voire totalitaire, a perdu tout ou partie de son prestige à l'extérieur, plus il va tenter de s'accrocher au pouvoir en réprimant davantage encore. Donc je ne suis pas très optimiste quant à l'ouverture humaniste de ce régime dans les prochaines années. En 30 secondes avant de se quitter, Frédéric Ancel, les enseignements géopolitiques pour tous les protagonistes de la région ou dans le conflit? 1. Les États-Unis restent les maîtres du jeu au Moyen-Orient et au-delà. 2. La Russie et la Chine se retrouvent en porte-à-faux et en quelque sorte leur absence dans ce dossier a illustré quand même une faiblesse relative de ces deux puissances trop souvent perçues comme aujourd'hui titanesques. 3. Israël, depuis le 7 octobre, avec la chute de Bachar al-Assad en Syrie, avec l'écrasement du Hezbollah, avec le quasi-écrasement, militaire en tout cas, du Hamas, a démontré que ce rapport de force était aujourd'hui très très en sa faveur. Il a évolué en sa faveur. 4. Il n'y a plus depuis longtemps, mais pour la énième fois, ça a été démontré, de conflit israélo-arabe. Il y a un conflit israélo-palestinien, malheureusement, extrêmement meurtrier, comme on le voit. Mais dans sa dimension générale, non. Pourquoi? Parce que sur cette grande séquence qui commence le 7 octobre et qui s'achève ou qui s'achèvera dans les prochains jours avec la destruction d'une partie importante des capacités militaires et nucléaires de l'Iran, eh bien, dans cet intervalle, aucun des États arabes signataires d'une paix avec Israël n'a renoncé à cette paix. Aucun, absolument aucun. Et d'autres accords de paix sont susceptibles aussi de cette normalisation d'Israël avec ses voisins arabes sunnites. On peut imaginer d'autres accords de ce type à l'avenir? Pas à court terme. Pas à court terme, parce que la situation à Gaza, pour l'instant, elle est intolérable aux yeux des régimes arabes. Bon, alors, des régimes arabes, en tout cas, des opinions publiques arabes, et par conséquent, des régimes qui ne souhaitent surtout pas de déstabilisation du fait d'une reconnaissance d'Israël maintenant, en pleine guerre, avec le Hamas, et alors que la situation humanitaire est terrible à Gaza. Alors, si vous me posez la question à moyen terme, vraisemblablement, mais en tout cas pas dans les prochains mois. Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Ancel, professeur de géopolitique à Sciences Po, auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu. Merci à vous. Des bonnes journées. À vous. Au revoir.